Dans la plus haute pièce d'une tour médiévale en pierre, une princesse est allongée sur un lit. À première vue, une scène paisible. Vêtements luxueux, roses, un poêle brûle à côté. Mais quand elle reprend ses esprits, elle remarque que ses mains sont enchaînées et une douleur lui martèle la tête. Ses souvenirs sont flous, comme dans un brouillard. Une fille seule face à des gardes armés, elle n'avait aucune chance alors. Sa vision est brouillée, tout autour semble flotter jusqu'à ce que la pièce devienne progressivement plus nette. Il n'y a pas de garde à proximité, ses jambes sont libres, elle peut bouger un peu et regarder autour, mais s'échapper, nulle part où aller. La fenêtre est ouverte, mais en dessous, la mer déchaînée, et de l'autre côté de la pièce, une porte fermée derrière laquelle des voix approchantes commencent à se faire entendre. Les voix deviennent de plus en plus fortes et inquiétantes, et elle retourne précipitamment au lit, faisant semblant que elle dort. Les gardes entrent et voient ce qu'ils attendent. La princesse endormie. L'un s'approche, malgré le chuchotement d'avertissement du second. Mais c'est déjà trop tard. Elle le frappe violemment au visage avec son front. Craquement, et personne ne comprend qu'elle vient de se casser le doigt pour se libérer des chaînes. Maintenant, libérant une main, elle saisit la chaîne et la fait tournoyer, la transformant en arme mortelle. Mais ce n'est pas tout. Dans ses cheveux, elle a dissimulé une épingle stiletto avec laquelle elle frappe l'autre garde directement au visage, le repoussant jusqu'à ce qu'il tombe. Le deuxième compagnon se lance à l'attaque, mais elle n'est déjà plus prisonnière. Elle arrache une lame du corps du défunt et attaque à nouveau. D'abord au mollet, puis à l'épaule. Le couteau s'y coince, et lorsqu'il se lève, elle tient encore le manche. Il essaie de la déloger, mais elle se débat avec encore plus de fureur, enroulant la chaîne autour de son poing et transformant chaque coup en un crochet lourd et écrasant au visage. La lutte se poursuit jusqu'à la fenêtre. Elle se moque de l'idée de s'échapper et n'a pas du tout l'intention de sauter. Elle compte finir ce combat. D'un coup puissant, elle le pousse à travers la fenêtre dans la mer rugissante, en bas. N'ayant pas le temps de reprendre son souffle, un autre garde fait irruption dans la pièce. Elle s'empare d'un lourd marteau et se jette sur lui, l'assommant, prend ses clés et libère le deuxième. La main se ressaisit rapidement, sort de la pièce, verrouille la porte et jette les clés. Bientôt, elle atteint une autre pièce de la tour, offrant une vue sur ce qui se passe en bas. À travers la fenêtre, on voit la garde bloquer les entrées pour que personne ne puisse sortir ni entrer. La foule est sous l'emprise de Julius et de son assistante principale Moira. La famille royale est défaite, et les supplications du roi pour la paix et les négociations, plus rien ne ont pas d'importance. Julius a ses propres plans. Il a l'intention d'épouser la princesse et de gouverner d'une main ferme, remplaçant ce qu'il considère comme la faiblesse du roi par la force et le diktat. La famille de la princesse est emmenée et elle est envahie par un sentiment de culpabilité. Le royaume n'avait que 2 filles et pas de fils. C'est pour cela qu'elle a été promise à Julius. Le roi le lui a rappelé quand il l'a menée à l'hôtel, mais elle ne a pas... monte pendant qu'elle retient son souffle de toutes ses forces. Le géant est trop absorbé par son propre reflet dans le miroir pour la remarquer. Bientôt, il termine et s'en va. La princesse émerge de l'eau, respirant avidement, complètement trempée. Sa robe est maintenant un fardeau, lourde, collante, entravant chaque mouvement. Elle arrache les couches mouillées et se déplace prudemment, essayant d'éviter la garde. Mais elle n'a pas le temps de faire quelques pas. Elle se retrouve face au géant dans le couloir. Il a une épée à sa taille et une peau apparemment solide, même là où il vient de se soulager. Le combat commence, force brute contre agilité. D'abord, elle se défend, retenant à peine l'assaut, puis elle trouve un point faible et commence à utiliser sa propre force contre lui. En plein combat, elle saute sur ses épaules, attrape les cornes de son casque et l'arrache. L'une des cornes s'enfonce dans son dos, puis elle le frappe violemment à la tête avec le même casque. Le géant tombe, comme renversé. Un instant, et les souvenirs affluent. Une petite fille rêvant de devenir guerrière. À l'époque, elle admirait l'un. Sa mère, enceinte, espérait un fils et désapprouvait clairement de tels rêves. Mais l'un a convaincu la reine. Les entraînements se feront, tant que le roi n'en saura rien. Pendant ce temps, sur la rive, les soldats trouvent le corps du garde, qu'elle a jeté par la fenêtre. Court, le chef de la sécurité pense qu'il a simplement trébuché. Mais Moira remarque immédiatement les ecchymoses et comprend que ce n'est pas par accident. Julius n'aime pas les surprises. Il appelle Cure à vérifier si tout va bien avec la princesse et laisse entendre clairement ce qui arrivera si quelque chose ne tourne pas ainsi.
Cure décide de refiler la tâche à un autre. Il choisit la personne la moins appropriée, celui qui ressemble plus à un meuble. Il n'a probablement vu des escaliers que sur des gravures. Dans la tour, la princesse trouve une minute de répit dans une pièce vide et se débarrasse des restes de sa robe. Non seulement c'est inconfortable, mais... Et c'est dangereux. Soudain, 2 voleurs font irruption. Elle ne perd pas son sang-froid, saisit un morceau de colonne et le plante dans le premier. Le second s'élance, mais elle tire déjà le ruban de son corset et en 2 mouvements le lie à la colonne, comme un cadeau de Noël. Elle trouve une arbalète et la pointe sur le voleur ligoté. Elle exige de savoir ce que Julius a fait à sa famille, mais même dans cette position, il rit, sûr qu'elle ne pourra même pas tirer. Il n'a pas le temps de finir sa phrase. Le premier voleur derrière elle commence à se relever, mais elle se retourne et tire sans l'ombre d'un doute. Un coup et le silence. Maintenant, il est impossible de ne pas la prendre au sérieux. Mais le lié continue à bavarder. Elle résout rapidement ce problème. Deuxième coup. Et c'est tout. Elle n'a pas obtenu de réponse, mais elle a obtenu une épée. La tour grouille de gardes. Tous fouillent les chambres à la recherche de butin. Elle avance furtivement, évitant la garde. Pendant qu'un garde potelé reprend difficilement son souffle, appuyé sur l'encadrement de la fenêtre dans l'escalier, la princesse est suspendue à l'extérieur, au-dessus, par la mer et les pierres pointues. L'épée est trop lourde, et elle la laisse tomber, observant comment elle disparaît dans les vagues. Dès que le garde reprend sa lente ascension, elle se hisse, retournant à l'intérieur, et se déplace à nouveau plus loin, glissant entre les ombres, dans les couloirs étroits, passant devant les gardes, trop occupée à manger et à voler pour remarquer quoi que ce soit. Julius ne se doute même pas de ce qui se passe derrière son debout. La princesse entre dans la chambre juste après que les gardes en sortent. Elle connaît cet endroit dans les moindres détails, et, sans perdre une seconde, elle se dirige vers le cachet. Ô compartiment secret d'où elle tire une lame, celle dont elle seule avait connaissance. Dès qu'elle serre la poignée, des scènes du passé ressurgissent dans sa mémoire. Une forêt. Les entraînements avec Lin ne sont pas simplement des duels, mais de véritables leçons où l'on apprend à se battre non par rage, mais avec cœur. Un jour, Lin a amené à elle Aya, ancien mentor et conseiller du roi, l'homme qui a formé Lin et est maintenant venu tester la prochaine génération. La princesse a passé l'épreuve, et en signe de reconnaissance, il lui a offert cette épée, confirmant qu'elle avait vraiment le cœur d'une guerrière. Maintenant, elle serre fermement sa ceinture, enfile de solides bottes, laissant derrière elle les élégants escarpins, prend son arme et s'immobilise, en écoutant attentivement. Depuis le passage étroit, la voix de Julius est audible. En s'approchant prudemment, elle remarque une fine fissure dans le mur et regarde à l'intérieur. Datame Vansens, eux, lui et Moira. Et ça devient clair. Ils ne sont pas juste des alliés, ils sont amants. Julius ne peut pas s'emparer du pouvoir par la force, du moins pas aux yeux de la noblesse. Il doit faire semblant de respecter les traditions, épouser la princesse, puis, au moment de la couronne, ordonner de tuer le roi et faire passer cela pour une partie de la cérémonie solennelle. Un mariage, sous couvert d'épée, meurtre enveloppé d'or et de velours. Maintenant, la princesse connaît toute la vérité. Moira continue de murmurer des mots de soutien, poussant Julius toujours plus près du trône. Et quand son murmure se mêle à la passion, elle l'embrasse, le pousse contre le mur. Leurs mouvements deviennent de plus en plus audacieux, et les gémissements de plus en plus forts. La princesse calcule instantanément leur trajectoire et, sans perdre de temps, tend un piège, découpe un minuscule orifice dans le mur, parfaitement adapté pour un tir précis et mortel. Le coup. Sa lame s'arrête à quelques centimètres de la tête de Julius. Un mouvement, et tout aurait pu se terminer là, mais on frappe à la porte. Un garde apporte une nouvelle. Le roi demande à parler. Moira est agacée par l'interruption, mais satisfaite que leur plan progresse. Pendant ce temps, le garde que Cure a envoyé vérifier la princesse, il atteint enfin le sommet de la tour. À bout de souffle, il jette un coup d'œil à travers le trou de la serrure et voit ce qu'il devait voir. Un prétendu garde endormi et la princesse allongée dans le lit. S'assurant que tout est calme, il se retourne et commence le long chemin de retour avec un rapport. Pendant ce temps, la princesse, toujours au cœur du territoire ennemi, glisse silencieusement dans les couloirs. Partout, des gardes, mais aucun regard ne l'attrape. Les soldats, occupés non pas par leur devoir, mais par le pillage. En bas, dans la salle, le roi rencontre Julius. Avec retenue et calme, il tente de le convaincre de réfléchir, avertissant que le chemin de la violence mènera seulement à l'hostilité et à la haine du peuple. Mais les arguments, ni le ton, ne touchent pas Julius. Il lance ses accusations en face. Le roi l'a trahi, et tout a commencé avec la princesse, avec son refus, son audace, le fait qu'elle l'a humilié en le laissant devant l'autel. Haut dans le château, la princesse avance par une fenêtre étroite, se glisse à travers le rebord et se retrouve sur la corniche extérieure. En sautant vers le bas, elle atterrit entre les jambes d'un massif garde en armure. Au début, il semble être juste un autre brute, mais l'instant suivant, il plante son épée dans le sol, clouant ses vêtements à la pierre. Elle ne s'attendait pas à un tel retournement, et elle n'avait certainement pas envie de se battre à nouveau avec le géant. Non, l'instinct de survie prend le dessus. Esquivant ses larges coups, elle riposte. Sa lame résonne contre l'acier, et à chaque coup, des étincelles jaillissent dans l'air. Étincelles. Mais même les coups les plus précis ne laissent que des traces à peine visibles sur l'armure. Elle remarque un point faible.
et celle non protégée par des plaques. 3 coups précis là et il se tord de douleur. Elle utilise son armure glissante, enduite d'huile, contre lui, attrape la bougie la plus proche et la lance directement sur sa poitrine. Une flamme jaillit et en une seconde, il est enflammé. Son corps s'embrase comme une torche. Pendant ce temps, la rencontre de Julius avec le roi ne mène à rien. Julius reste tourné vers le pouvoir et la force, refusant d'écouter les conseils ni chambre, pièce. La réponse ne se fait pas attendre. Juste au-dessus, avec fracas, devant les pieds de Julius, tombe le corps en flammes d'un guerrier en armure. Tout est clair sans mots. Julius entre dans une colère noire et ordonne à Kourou de mettre fin à ce chaos dans la tour. N'importe qui, à n'importe quel prix. Mais Kur ne va plus y parvenir. Dès que Julius s'éloigne, Moira, sans perdre de temps, avance d'un pas et exprime son point de vue, avec confiance et à voix haute. Mais Kur la rabroue immédiatement, en la traitant sarcastiquement de prostituée et en affirmant que son opinion ne compte pas. Moira ne répond pas avec des mots, c'est son fouet qui parle. Il s'élève et siffle en se plantant directement dans sa gorge. Kur tombe, s'étouffant avec son propre sang. Le corps convulse et la pièce plonge dans un silence tendu. Moira, comme si de rien n'était, avance calmement et prend immédiatement le commandement. Son premier ordre est clair. Trouver l'intruse et en finir avec ça. Plus de pitié. La princesse, comprenant qu'une véritable chasse à l'homme commence pour elle, voit les soldats se disperser chaotiquement dans la tour. La panique, saisie par la peur, elle se met à courir. 3 combattants lui barrent la route. L'un d'eux réussit à la blesser au bras. La blessure est profonde, mais elle ne s'arrête pas. Rapide et précise, elle en abat 2, un coup à la gorge chacun. Le 3e tombe quand elle se fraye un chemin. Mais les adversaires deviennent trop nombreux. Alors, elle prend une décision désespérée. Elle arrache son collier de diamants et disperse les pierres sur le sol. Les poursuivants, ne remarquant pas, glissent et tombent, ce qui lui donne quelques précieuses secondes pour évasion. Mais ce n'est pas encore fini. Un des gardes, humilié par sa chute, se lance à sa poursuite, brûlant de colère. Maintenant, elle a un bouclier entre les mains. Elle s'arrête, rencontrant le coup de plein fouet. Front. Tout se passe comme prévu. Ensuite, les autres se jettent en masse. Une épée lui entaille le flanc. La princesse crie, et ce cri paralyse la foule. Mais elle ne tombe pas. Elle attrape le garde le plus proche et l'utilise comme bouclier humain. Puis elle fait un saut désespéré vers le bas, sur niveau inférieur du château. Un garde tente de répéter le saut, mais tombe maladroitement. Sa jambe se casse au moment de l'atterrissage. Les autres doivent chercher l'escalier. Un garde dodu, à peine vivant, passe à côté d'elle comme un zombie, ne remarquant ni elle, ni le sang, ni le danger. Elle s'arrête, observant comment il s'éloigne, frappée par le fait qu'il n'a même pas réalisé qui il vient de croiser. Par la fenêtre, elle aperçoit un drapeau flottant. Elle saute, attrape le tissu et se balance le long du mur, gagnant de l'élan avant d'entrer dans l'autre, à la pièce. La douleur transperce tout le côté. L'ancienne blessure à la taille se rappelle à elle, le sang coule à nouveau et avec la douleur reviennent les souvenirs. Elle avait autrefois surpris une conversation de ses parents sur son avenir, sur le mariage. Sa mère avait alors demandé au roi de reconsidérer la décision, implorait, mais il restait inflexible. Il pensait agir pour le bien du royaume. Ce jour-là, elle est apparue devant eux, non pas en robe, mais en armure d'entraînement. Le père était stupéfait, il n'en savait rien. Furieux, il a tenté de la raisonner. Il disait qu'elle était stupide et naïve. À ses yeux, le trône était destiné à un homme. Elle pouvait rêver de chevalerie, mais pour lui, elle restait une enfant qu'il fallait protéger. Pour le père, se marier avec Julius était une forme de protection, une alliance avec un homme respecté d'une famille digne. Il n'insistait pas directement, lui laissant le choix, croyant qu'après la rébellion de jeunesse, elle comprendrait tout et reviendrait à la raison. À ce moment-là, il retenait à peine ses larmes. Et maintenant, alors que les souvenirs commencent à s'estomper, dans sa poitrine, une flamme, douleur. Des pas brusques la sortent de ses pensées. Elle réagit instantanément, se précipite sur l'entrant et le plaque au sol. Elle s'immobilise, voyant l'un devant elle. Les deux s'immobilisent, puis expirent, simultanément de soulagement. Lynn s'était levée pour la chercher et est heureuse qu'elle se soit rencontrée sur mi-chemin. Pendant que l'un traite les blessures de la princesse, elle raconte ce qui s'est passé. Julius a amené des soldats la nuit, lorsque personne ne s'attendait à une attaque. La garde royale était en infériorité numérique. Lynn a miraculeusement réussi à s'échapper avec quelques personnes. La princesse commence immédiatement à se blâmer, mais Lynn coupe brusquement ses pensées. Ce n'est pas le moment de s'attarder sur dans le passé. Lynn possède non seulement des informations sur l'endroit où la famille royale est détenue, mais aussi des connaissances sur un chemin discret, par la cuisine, qui n'est pas encore gardée, et elle se dirige là-bas. En entrant, ils font silencieusement signe au chef de partir. Dans le coin voisin, plusieurs gardes ont acculé une servante, et leurs intentions n'ont clairement rien à voir avec le maintien de l'ordre. La princesse et l'un se préparent à attaquer les premiers, mais pendant les préparatifs, l'un heurte accidentellement des ustensiles de cuisine et un son retentissant se répand dans la pièce. Fracas. L'un des gardes, pris de court, n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe. L'un le neutralise déjà avec une poêle. La princesse se précipite aussitôt, aide la servante à s'échapper et maintenant ils se retrouvent à 3 contre 2. La cuisine devient un champ, bataille.
Tout est utilisé. Casseroles, légumes, cruches d'eau, même des chiffons. La princesse en met un à terre, l'un l'autre. Il reste le dernier. Il leur saute dessus, mais un fouet l'attrape en l'air et le jette violemment au sol. C'est Moira. Une apparition spectaculaire. Elle n'attaque pas tout de suite. D'abord, il parle. Il se moque, assurant à la princesse que tout cela aurait pu être évité si elle avait simplement accepté le rôle qui lui était destiné. Faible, soumise et... Fruit. Ok, son pays. Le fouet donne un avantage à Moira. Elle peut attaquer à distance, sans risque. La princesse et l'un ne peuvent pas s'approcher. Les choses se compliquent lorsque le fouet s'enroule autour du cou de la princesse et Moira commence lentement à l'étrangler en tirant d'elle. Les dernières forces. Mais l'un ne cède pas. Elle traverse les coups, libère son ami et, en reculant, enflamme une barrière entre elle et Moira, créant un mur de feu. La princesse veut rester et se battre, mais la famille est plus importante. Elle se jette dans le tunnel incliné, s'enfuyant, sachant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Reste. Le chemin la conduit dans une pièce où plusieurs gardes jouent au dé et boivent. Sans hésiter une seconde, elle entre en trombe, arrache une coupe des mains de l'un d'eux et la vide d'un trait, fixant la table du regard, tandis que les hommes tentent de comprendre ce qui se passe. Le premier qui ose la saisir reçoit la même coupe à la tête et s'effondre. Raide mort. Elle ne s'arrête pas. Encore quelques mouvements, et les trois sont inconscients. C'est à ce moment que sa famille entre dans la pièce. Le roi la regarde avec fierté. La reine est choquée. Et la petite Violette sourit comme si elle avait toujours su que tout irait. Exactement comme ça. La princesse les libère et les conduit vers la sortie. Mais en combat, un lien trop étroit avec les proches peut devenir une vulnérabilité. Et au tout premier moment de la retraite, un coup violent est porté à la tête de la princesse. Tout s'éteint. Elle reprend conscience désorientée. Tout s'éclaircit juste à temps pour voir sa famille être de nouveau capturée. Et l'un, couverte de sang, traîné par les cheveux. C'est Moira, à côté... Julius. Il ne cache pas sa déception, prononce des insultes avec sarcasme, mais en réponse reçoit de la princesse une réplique froide et précise, pleine de mépris et de détermination d'acier. Il révèle enfin son plan dépravé, certain qu'elle résistera. Mais, à sa grande surprise, la princesse accepte. Elle dit qu'elle attend avec impatience de voir ce qui va se passer ensuite. Sa voix dégouline de venin. Elle promet que son règne deviendra un véritable enfer pour lui. S'il ose la tuer, elle jure de lui apparaître jusqu'à la fin de son misérable. De la vie. Moira se tend sous les moqueries de la princesse. Eh bien, Julius en a déjà assez des jeux. Il se tourne vers sa sœur cadette. Violette, silencieuse, innocente, encore enfantine. Les larmes coulent sur le visage de la princesse. Le roi s'accroche toujours à l'espoir illusoire qu'il reste une once d'humanité en Julius, bien que personne ne comprenne pourquoi. Il espère qu'ici, il s'arrêtera enfin. Mais Julius n'a aucune limite qu'il n'est prêt à franchir. La princesse et l'un se croisent du regard. Ni mots, ni gestes ne sont nécessaires. Le plan est clair. La princesse se précipite, créant le chaos et distrayant Moira et la garde. C'est suffisant pour que l'un se glisse, attrape Violette et l'arrache des mains de Julius. Mais la princesse est entravée. Elle ne peut pas se battre et bientôt, elle est maîtrisée et jetée par une haute fenêtre directement dans le froid. La rivière en bas. Inconsciente, elle dérive avec le courant. Dans cette obscurité entre la vie et la mort, des souvenirs reviennent. La voix de Lin résonne dans sa tête. La lame n'est pas la principale arme d'un guerrier. L'essentiel, c'est le cœur. Un vrai combattant se forme non dans le combat, mais dans le but. Et maintenant, le but est clair comme jamais. Sa famille est en danger. Elle reprend conscience en s'étouffant. Avec une soif désespérée de vivre, elle cherche un bord tranchant, coupe les cordes et remonte à la surface. Le mariage doit être arrêté. Pendant ce temps, au château, Julius organise une cérémonie précipitée. Les prêtres sont déjà en place. La garde remplit les couloirs, cherchant la mariée en fuite. Mais elle ne se rend pas. Couverte de sang, trempée et épuisée, elle retourne à la tour, décidée à aller jusqu'au bout. Et là, un nouvel obstacle. Un énorme soldat lui barre le chemin. En ricanant, il s'approche, s'imaginant comment tout va. Finirait. Mais il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Une statue massive tombe sur lui d'en haut. Derrière elle se tient Violette, avec des yeux ronds et un regard déterminé. La princesse, en voyant l'un et sa petite sœur, ne peut retenir un sourire. Fierté et joie sur un même visage. Mais en même temps, un poids s'abat sur ses épaules. Elle serre les lèvres. Si elle était restée simplement princesse, peut-être que personne aurait péri. Peut-être que tout aurait été différent. Mais au fond d'elle-même, elle comprend que ce n'est pas son choix qui a fait de Julius un monstre. La garde fouille toujours le château et l'un guide les sœurs vers une cachette secrète prévue en cas de crise. Pendant ce temps, dans la salle principale, les invités et la noblesse se rassemblent, attendant un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu. Dans le dépôt, les trois femmes s'arment, épée, cuirasse et... L'essentiel, c'est la détermination. Même maintenant, il y a de la place pour un sourire, lorsque Violette déclare qu'elle veut aussi se battre. La princesse promet qu'un jour, elle lui apprendra vraiment, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle doit se cacher et rester dans de la sécurité. Et à l'autre bout du château, Julius place une lame près du visage de la reine et exige de savoir où est Violette.
La reine regarde la mort dans les yeux et refuse. Les soldats pénètrent dans le château plus vite qu'ils ne peuvent être arrêtés. Lynn met de côté son arc, trop lent pour ce massacre, et sort une courte épée à double tranchant, parfaitement adaptée au combat rapproché. À la tête de l'offensive, Moira, concentrée, impitoyable. Un des gardes remarque la princesse et tire une flèche. Elle passe dangereusement près. Ce moment casse le rythme et rend le chaos encore plus intense. Lynn entraîne la princesse dans une niche discrète entre les colonnes de pierre. Il y a à peine de la place pour se cacher, mais assez pour reprendre son souffle, rassembler ses pensées et se lancer de nouveau dans combat. Sans perdre de temps, il se précipite à nouveau sur le champ de bataille, se frayant un chemin à travers des vagues incessantes d'ennemis. Pendant ce temps, Julius, comme toujours, reste attentif. Son regard accroche quelque chose d'à peine perceptible dans le comportement de Aya. Une tension dans le coin de l'œil, un léger changement de posture. Un petit détail, mais il inquiète. Il fait confiance à son intuition et se dirige là-bas. Ai comprend qu'il a été démasqué. Il remet rapidement et discrètement le poignard dans la main de Violette. Un regard bref, un léger hochement de tête et un ordre muet de fuir. Pendant ce temps, les mots que la princesse avait prononcés auparavant se réalisent littéralement. L'un vise les points vulnérables, les articulations, les interstices entre les plaques. La tactique fonctionne. Un par un, les ennemis tombent sous leur avec des coups. Mais Julius ne reste pas en arrière. Son instinct le mène directement à la cachette de Violette. Sans hésiter, il la tire dehors, brutalement, en l'attrapant par le bras. Elle résiste, mais les forces ne sont pas égales. Il lui ordonne de s'agenouiller et se tourne vers les prêtres en exigeant de commencer immédiatement la cérémonie. De loin, la princesse et l'un remarquent ce qui se passe. Il n'y a plus de temps. Un dernier regard, et ils comprennent tout sans mots. Ils se séparent, et l'un se précipite vers la salle principale. Elle fait irruption à l'intérieur, comme une tempête, avec une épée à la main, ne laissant aucune seconde pour réagir. Son apparition brise le moment, attirant tous les regards dans la salle, surtout Julius. Alors que tout le monde est distrait, Hai conduit les autres en lieu sûr. Et Julius, enfin, se dirige vers le centre de la bataille, comme pour rappeler. Est le principal méchant de toute cette histoire. Mais Moira refuse de participer au massacre. Elle sort directement vers la princesse. Son visage est concentré. C'est un défi en 1 contre 1. Comme toujours, Moira maintient la distance. Son fouet siffle dans l'air avec une précision effrayante, comme si elle se produisait dans une arène. Dans le chaos du combat, elle parvient à faire tomber l'épée des mains de la princesse. Et un instant, il semble qu'elle a l'avantage. Mais la princesse s'adapte rapidement. Elle change de tactique, attrape le fouet en vol et le dirige avec fureur vers le cou de Moira. Le fouet, avec lequel elle avait jadis tenté de l'étrangler, enroule maintenant le cou de Moira elle-même. Elle tombe, étranglée par son propre arme. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, le roi, désespéré, attaque Julius. Mais il n'a plus sa force d'antan. Le coup est presque imperceptible, et Julius le renverse sans effort, le renvoyant vers l'arène. Peut-être pour qu'il explique pourquoi il n'a pas réussi à porter un seul coup véritable. La suivante sort, Lynn. Elle entre en combat avec Julius, sans se ménager. Mais lui non plus n'est pas facile. Sa lame trouve sa cible, la transperçant au flanc. Hai et la princesse, observant cela, restent figés, dans leur regard, de l'inquiétude et de la douleur. Julius comprend que le plan s'effondre. Il soulève la couronne royale, la met sur sa tête, avec une expression de complète autosatisfaction, comme s'il avait toujours su qu'elle appartenait. La princesse se précipite en avant, attaquant, mais il la repousse de toute sa puissance. Il est plus fort, il se moque. Il blesse par ses mots aussi bien que par ses coups. Chacun de ces mots est comme une lame. Leur combat sort de la salle. Le roi, la cour et tout le peuple se figent, observant le duel qui se déroule. L'acier contre l'acier, la volonté contre l'ego. Julius débite des idioties prétentieuses, se vantant de comment sera son règne à travers la peur et la force brute, quel que soit le nombre de personnes qui souffriront. Mais la princesse ne cède pas. Elle se souvient des leçons de l'un. Patience et précision, voilà ce qui est plus important que l'orgueil. Julius parle trop, et cela devient sa dernière erreur. Elle attend le moment, et quand il arrive, elle frappe sans manquer. Sa lame fend l'air proprement et le transperce. Gorge. Le discours sur le pouvoir est interrompu avant même de commencer. La tête de Julius tombe. Le combat, terminé. La princesse lève la couronne et la rend au roi. Pendant une fraction de seconde, le silence règne dans la salle, puis une explosion de joie. La menace est écartée, la paix a restauré. Et là, sous les yeux de tous, le roi fait ce que personne n'attendait de lui. Il déclare la princesse héritière du trône. Plus d'attente pour un fils, l'avenir du royaume repose désormais sur elle. Il la regarde non seulement comme un monarque, mais aussi comme un père, et demande pardon. Pour la première fois, il la voit vraiment telle qu'elle est. Et à ce moment, tout devient véritablement entier lorsque Hai les rejoint, soutenant Lynn. Elle est blessée, mais vivante. La princesse se précipite vers elle, remplie de soulagement. Lynn a tenu bon, une victoire se fait sentir dans l'air. Les gens se réjouissent, tous les ennemis sont vaincus. Eh bien, presque tous. Au fond du couloir apparaît le dernier, un garde corpulent qui, il s'avère, vient à peine de terminer sa longue et pénible descente par les escaliers.